Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui m'est très cher, le sujet du perfectionnisme. Beaucoup d'entre nous voulons être trop parfaits, se fixer des objectifs trop élevés, ce qui nous amène naturellement à courir à notre perte. Et ce que je voudrais aujourd'hui partager avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut identifier cette question du perfectionnisme, la revisiter pour la remettre à sa juste valeur. Être ambitieux, c'est très bien. En revanche, se fixer des objectifs éternellement trop élevés nous amènera nécessairement à nous détruire. Alors le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? Je vous propose de regarder sur ce tableau. On pourrait considérer par exemple qu'on est au classement ATP, le classement des meilleurs joueurs de tennis au monde. Premier, deuxième, troisième, on descend et on est dans une chaîne horizontale de temps qui nous amènerait à nous poser la question suivante. Quelqu'un qui serait toujours premier dans ce classement, on pourrait considérer que c'est du perfectionnisme. Maintenant, la question que je voudrais que vous vous posiez pendant que vous regardez cette vidéo est la suivante. À qui pensez-vous, quel est le tennisman ou la joueuse de tennis qui, de façon pérenne et durable dans le temps, a toujours été à la première place de ce classement mondial? À qui pensez-vous? Et si vous pensez derrière votre écran à Federer, à Nadal, à Djokovic, à Murray, vous êtes systématiquement à côté, car aucun d'entre eux n'a réussi dans le temps à être toujours premier. On va retrouver certains de ceux-là qui vont être à un moment donné premiers, à d'autres moments demi-finalistes, à d'autres moments quatrième, etc. Le perfectionnisme, ça serait donc le fait d'être toujours premier, de n'avoir aucune erreur, aucune difficulté. Et ce que je voudrais essayer de partager avec vous, c'est que c'est quelque chose qui est absolument inenvisageable. Nous avons tous des smartphones, il leur arrive de bugger, des ordinateurs, de la même façon. Dans les industries, les machines ont des pannes de temps en temps, nos propres véhicules en ont également, et chez les êtres humains, il se trouve que c'est absolument la même chose. Même les tout meilleurs ont des moments de faillite, de difficulté, de fragilité, et de ce fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sportifs du plus haut niveau ne sont pas ceux qui se construisent sur le mode perfectionniste, mais ce sont d'autres que nous allons découvrir d'ici quelques instants. Maintenant, comment appelleriez-vous ce modèle-ci? Un athlète, ou restons dans le tennis par exemple, qui serait premier à un moment donné de sa carrière et qui serait ailleurs avant et ailleurs après. Écoutez, dans mon jargon, je vous propose d'appeler ça une performance. Une performance, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a réussi à atteindre un niveau de performance très élevé, le plus élevé sur ce schéma, une seule fois. Et dans notre vie de tous les jours, il est très largement insuffisant de se fixer une volonté d'une performance alors que la société nous demande, et nous-mêmes nous demandons pour nous-mêmes, de nous fixer de multiples objectifs très élevés les uns les autres. Et en fait, au final, ce qui me semble important d'identifier, c'est le modèle suivant. Ce qu'on identifie ici, du coup, ce sont bien des athlètes qui ont réussi à pérenniser dans le temps de très hauts degrés de performance de façon durable. En l'occurrence, cette fois-ci premier, une autre fois ici second, une autre fois troisième, et avec à chaque fois des très hauts degrés de performance de façon durable dans le temps. Et en fait, ce qui est important de noter, c'est que les athlètes du plus haut niveau sont ceux qui se construisent sur ce modèle qui, selon moi, peut être qualifié de modèle d'excellence. L'excellence, c'est la volonté d'être très ambitieux, en effet, de se fixer des objectifs le plus élevés, mais en même temps de très bien vivre le fait de ne pas toujours être premier et de considérer que c'est l'ensemble d'un processus qui permet de valider notre trajectoire et de fait ça nous permet de nous donner, de nous accorder le droit à l'erreur. Récemment, j'avais pu assister à un championnat d'Europe de basket. L'équipe de France est constituée pour partie d'athlètes évoluant en NBA, c'est-à-dire qui jouent au minimum 82 matchs de saison régulière, plus une vingtaine pour ceux qui vont au bout des playoffs, Tony Parker par exemple. Et donc l'équipe de France est constituée pour partie de ces joueurs-là et pour partie de joueurs qui évoluent dans différents types de championnats, notamment européens. Ces joueurs-là jouent entre 30 et 40 matchs maximum sur la saison. Et lors d'une de ces compétitions, après une défaite, j'avais pu observer que les joueurs qui n'évoluaient pas en NBA étaient assez catastrophés, assez attristés, assez marqués durement par une défaite dans cette compétition. Alors que les joueurs de NBA, Boris Dio, Tony Parker notamment, étaient très vite en mode « Ok, ce match est arrivé, on va se projeter très vite sur la suite pour pouvoir atteindre nos objectifs ». C'est dû à la fois effectivement à la culture qui est la leur, la culture de la gagne, mais aussi au type de championnat dans lequel ils évoluent habituellement, qui les amène avec cette
quantité considérable de matchs sur une compétition, sur toute une saison, à relativiser l'impact d'une défaite pour mieux se projeter tout de suite sur la suite et au final être davantage dans l'excellence que d'autres types d'athlètes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ça? L'idée c'est de se dire, si on essaye de se fixer des objectifs ambitieux et si on veut vraiment développer son propre potentiel et aller le plus loin possible, le maximum qu'on puisse faire est de développer des objectifs d'excellence et non pas de perfectionnisme. Et au plus on se fixe des objectifs très élevés, tout en acceptant bien volontiers, avec beaucoup de sérénité et de sagesse, les éventuelles difficultés qui se présentent, quand bien même on en aurait une ici, ça n'est pas problématique du tout, au mieux on arrivera à performer. Et pour finir, ça me fait penser à cette citation très importante qui se trouve accrochée au-dessus de la porte de vestiaire d'une des salles de basket en France. Les coéquipiers se trouvent ici, ils vont aller vers cette porte et au-dessus de la porte se situe un écriteau qui indique la chose suivante. As-tu vraiment donné ton maximum? Did you do your best? As-tu vraiment donné ton maximum? Je pense que c'est vraiment une phrase qui peut nous marquer, qui peut devenir un véritable mantra pour nous amener à nous déterminer dans une logique d'excellence. Et puis surtout, c'est précieux à différents types de points de vue. Si à l'issue d'un entraînement, je reprends cet exemple d'une équipe de basket qui évolue dans une salle dans laquelle se trouve cet écriteau, pendant le temps de l'entraînement, je m'aperçois que finalement, je n'ai pas donné tout ce que j'avais donné, j'ai triché un petit peu. Lorsque je rejoins le vestiaire et que je vois cet écriteau, as-tu vraiment donné ton maximum? Je vais pouvoir, avec beaucoup de sincérité pour moi-même, me dire non, effectivement, donc dès demain, il faut que je m'y remette. Et puis à l'inverse, si on joue un match de compétition, nous ne sommes plus à l'entraînement, et qu'on joue contre un adversaire très valeureux, et pourquoi pas bien plus fort que nous, et qu'au final le match est perdu, lorsque l'on rejoint le vestiaire et qu'on est tête baissée, les épaules rentrées, en mode abattu, et qu'on voit malgré tout cette maxime, as-tu vraiment donné ton maximum? Et si la réponse est oui, j'ai donné mon maximum, à ce moment-là, redresse la tête, regonfle les pectoraux et reprojette-toi vers la suite. Que pouvais-tu faire de plus? L'idée est de donner son maximum pour ensuite atteindre des objectifs d'excellence. Merci de votre attention.